Bonjour et bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique, je suis comportementaliste canin et sophrologue et j'ai à cœur de vous partager ma vision du chien pour vous aider à mieux le comprendre. Bienvenue à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui, on va recevoir Morgane qui va nous parler de l'humain, accompagner l'humain. Alors, Bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Hello, Bonjour Véronique. bonjour, salut, bienvenue. Merci à toi pour cet accueil, du coup. Et puis, Ça va bien? merci. La rentrée se passe bien? Oui, ça va. Sur les chapeaux de roue, comme beaucoup de monde, je pense. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Moi, j'ai préparé ma petite trame comme d'habitude pour que ça reste fluide. Mais si vos questions sont prioritaires, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Morgane. D'accord, merci Véronique. Alors du coup, moi je suis Morgane Boroviac, donc je tiens le compte Game of Wolves. Je suis psychologue de formation, neuropsychologue, donc j'ai une spécialisation dans tout ce qui est neuro. Et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille avec différents types de publics. Et quand mes chiens sont arrivés, donc il y a un peu plus de 7 ans, je me suis formée en comportement canin. Et donc j'ai développé toute une activité de thérapie assistée par l'animal, mais aussi de plein d'autres choses autour de ça, parce que au final, on se rend compte que pour les gens qui vivent avec des espèces différentes, on n'est pas souvent très bien accompagné. Et c'est quelque chose qui est très peu connu dans le milieu de la psycho. Sauf que on est aussi une population qui pouvons rencontrer des difficultés, des fragilités. Et donc, ça me semblait important de pouvoir proposer un espace de cet ordre-là, et pour les particuliers et pour les professionnels, parce que accompagner l'humain, c'est pas toujours facile quand on s'engage en tant que comportementaliste, vétérinaire, etc., etc. On va être formé à l'accompagnement de l'animal, mais à l'époque, ça commence à venir. Il y avait très peu de psychos pour accompagner l'humain qui était enseigné dans les formations. Or, on se rend compte quand même que c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on travaille plus souvent avec l'humain qu'avec l'animal. Oui. Et c'est vrai que parfois, il y a une idée reçue comme ça que un animal va nous apporter quiétude, sérénité, va être une épaule. Et souvent, on va le voir, ça peut réactiver des choses et une relation est une relation. Et c'est vrai qu'un accompagnement d'une personne qui est aussi formée au comportementaliste canin, et qui vit ça, puisque tu vis ça au quotidien avec tes chiens, oui, c'est important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail d'accompagnement d'humains vivant avec des chiens? Alors, pour tout ce qui concerne les particuliers, l'idée, ça va être de pouvoir offrir plusieurs choses. C'est-à-dire déjà un espace d'écoute et d'accueil de ce qui se passe dans la relation avec son animal, parce que, alors oui, pour certaines personnes, ça va très bien se passer. Ils vont jamais être en difficulté dans la relation qu'ils ont avec leurs animaux, et puis pour d'autres, ça peut être des fois un petit peu plus compliqué, pour plein de raisons, soit parce que, comme tu le disais très bien, Véronique, des fois, ça réactive des choses chez nous, la culpabilité, le sentiment de responsabilité, de pas être assez bien, de pas faire suffisamment. Les réseaux sociaux, ça joue un merveilleux rôle là-dedans, hein. Mais les autres, ils font plein de trucs et moi, j'y arrive pas, je suis nulle. Ce matin, j'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à sortir mon chien aujourd'hui parce que j'allais pas bien. Des fois, il y a aussi ce côté où on va prendre un animal alors qu'on a déjà des difficultés parce qu'on se dit ça va aider. Admettons que moi j'ai un trouble anxieux qui fait que j'ai du mal à sortir de chez moi. Je me dis, je vais prendre un animal, comme ça, je serai obligée de le sortir. Des fois, ça marche, et des fois, ça marche pas du tout, ce qui fait que ça va aussi renforcer la culpabilité, l'anxiété, le mal-être, etc., etc. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir dans un premier temps un espace d'écoute, et pour l'humain, parce que on est aussi plein de choses en dehors de notre relation avec notre animal, mais aussi en tenant compte de cette relation qui est aussi importante et aussi forte dans certaines familles et autour de laquelle il y a beaucoup d'enjeux. Et puis de pouvoir proposer des thérapies pour progresser à différents niveaux, soit au niveau individuel, parce que moi j'ai des choses à travailler pour pouvoir sortir d'une situation spécifique, soit et où on va dire
en tenant compte de ce qui se passe avec l'animal. Mm. Voilà. Donc là, pour le côté particulier, puis pour le côté professionnel, ça va plus être de la formation à certaines techniques de communication et d'accompagnement au changement pour avoir les outils finalement pour pouvoir aider et accompagner les personnes qui nous consultent et qui nous reçoivent avec leur animal, quoi, sans se sentir en difficulté, sans avoir d'usure et trouver un peu une fluidité dans l'accompagnement au changement. Mm. Bienvenue Marianne, bonjour, bonjour à tous, ça continue, vous continuez d'arriver. Alors justement, à quel moment, on l'a vu dans l'introduction, à quel moment il est bon de se faire accompagner? Là, dans le sondage, bon, j'ai vu que c'est la première fois, c'était à l'unanimité, beaucoup de personnes se font accompagner. Il y a d'autres personnes qui y pensent. À quel moment d'ailleurs, y aurait-il un moment où c'est comme quand on le sent? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente question à laquelle j'ai pas forcément de réponse toute faite, mais j'ai envie de dire une des réponses à partir du moment où je me sens en difficulté, débordée et où j'arrive plus à trouver moi-même les ressources, les stratégies pour faire face, où je ressens le besoin d'avoir un peu d'écoute ou de soutien, où je me sens seule, où je suis pas très confort avec ce qui se passe dans ma vie et j'ai envie d'aller vers un changement, ça peut déjà être des premiers indicateurs de se dire, OK, je peux peut-être m'autoriser à consulter un professionnel qui va m'accompagner là-dedans. Il y a aussi des personnes qui consultent régulièrement parce que tout simplement, ils sont dans un travail personnel en dehors de leur relation avec leurs animaux. Et puis, ce qui se passe avec l'animal va venir déclencher certaines choses. Donc là aussi. Après, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire on peut consulter n'importe quand à partir du moment où on en ressent l'envie et le besoin. Oui. Mais je pense que pour ma paroisse, forcément, je suis pas Oui. très objective, parce que je suis assez convaincue du fait que ça apporte quand même quelque chose de façon globale. Oui. Ah bah moi, là-dessus, à toute période, et plus on avance, c'est comme un oignon, en fin de compte, plus on avance, plus il y a des couches plus profondes. Et moi, je continue à me faire accompagner parce que justement, je vais creuser. Donc, à la fois, il y a une croissance, quelque chose qui s'éclaircit, mais il y a aussi, on va souvent à la cave et donc, oui, oui, je te rejoins complètement. Tout à fait. Euh, Et je trouve ta métaphore de l'oignon, ton image de l'oignon, elle est très jolie, elle est très parlante parce que souvent, il y a des personnes qui disent oui, mais j'ai déjà vu plusieurs professionnels. Et oui, et en fait, chaque professionnel et chaque période, chaque travail qu'on a fait a apporté un petit truc, mais on a enlevé une couche de l'oignon. Et donc, du coup, des fois, il y a encore des couches en dessous à aller creuser, à aller chercher, à aller déblayer, à aller travailler, à aller déterrer plus profondément. Donc, en fait, on va à chaque fois plus profondément. Et je trouve que cette métaphore et cette image de l'oignon, elle est très parlante. Donc, je me dis, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de se dire, OK, là, j'en ressens le besoin. oui, Là, je oui, bloque c'est ça. sur un truc. Là, j'ai envie, là, je sens que voilà, j'ai besoin d'avoir un espace neutre où je peux venir réfléchir à tout ça et bosser là-dessus. Oui, c'est C'est un bon début. oui. Et d'ailleurs, comment alors attends, j'ai mis une application pour comment dire limiter les réseaux sociaux et je vois qu'elle vient de me faire une. J'espère que je pourrai que ça ne coupera pas. C'est super la technologie, mais alors, as-tu des conseils pour éviter de projeter ses peurs sur son animal? Exemple, l'humain a peur d'être seul et a beaucoup de mal à laisser son animal seul, qui le vit bien ou autre exemple. Alors, des conseils concrets, non pas forcément dans le sens où il faut vraiment connaître la situation. Qu'est-ce qui fait en fait que j'ai peur d'être seule? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Qu'est-ce qui se déclenche dans la relation à l'autre et quels outils je peux trouver finalement pour aller vers plus d'autonomie, plus de liberté sans avoir ces craintes. Donc c'est vrai que pour moi l'idée c'est justement pouvoir faire un travail avec un professionnel parce que toutes les situations sont différentes et si moi j'ai peur d'être seule, ça sera peut-être pas la même fonction et la même histoire, ça sera peut-être pas construit de la même façon que ma voisine Martine qui a aussi peur d'être seule. Donc l'idée ça va être d'aller voir avec un professionnel pour comprendre pourquoi j'ai peur d'être seule. Est-ce que c'est une petite anxiété parce que je manque de confiance en moi, par exemple, et que du coup, quand je suis accompagnée, ça me rassure, donc j'ai plus de confiance, donc je m'autorise plus de choses. Est-ce qu'il y a un traumatisme derrière? Donc, on va pas le travailler du tout de la même façon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller explorer comment ça s'est construit, qu'est-ce qui est à la base de tout ça, comment ça s'est maintenu dans le temps, et puis du coup,
qu'est-ce que je peux faire progressivement pour mettre en place des choses et des petits exercices, un peu comme on peut faire avec nos loulous dans le cadre d'un accompagnement comportemental, pour progressivement diminuer ses craintes et pouvoir me sentir plus libre, avoir plus d'autonomie, plus de confiance qui me permet de moins projeter et de regagner en liberté de l'autre côté. Comment je peux me différencier de l'autre? Oui, de faire grandir la capacité. Et justement, donc là, c'est une collègue qui nous dit tu orienterais forcément ton client vers un pro ou en tant qu'éduc, tu creuses le truc. Alors, c'est une très bonne question parce que du coup, on arrive toujours à cette limite un peu floue du champ d'activité. Qu'est-ce qui est de la mission de l'éduc? Qu'est-ce qui est de la mission d'autres professionnels? Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'en tant que comportementaliste, c'est vrai que les limites sont toujours floues et dans tous les métiers, en fait, puisque c'est des métiers d'accompagnement de l'autre, il y a une part qui va être partagée, quoi. Si on prend des cercles, ça se croise un petit peu comme ça et puis il y a toujours une petite part qui va être partagée. En tant que comportementaliste, en tout cas pour les comportementalistes, je me dis, on peut aller explorer un petit peu, mais si ça relève d'un travail qui doit être effectué au niveau psycho, il vaut mieux orienter. Il vaut mieux orienter et pas mettre les mains dans quelque chose, pas mettre les mains dans quelque chose qu'on maîtrise pas, parce qu'il suffit que derrière il y ait un trauma énorme. Ça veut pas dire qu'on peut pas le révéler, le mettre en lumière, hein, mais il suffit que derrière il y ait un trauma énorme qu'on active pour qu'on fasse prendre des risques à la personne. Donc aller explorer pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, oui, mais avec toujours cette idée de se dire, ok, voilà ma limite, et à partir de là, j'oriente vers quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui touche au psycho. Et d'ailleurs, on peut tout à fait travailler, et je trouve que moi, je remercie mes collègues comportementalistes avec lesquels je peux faire des suivis communs, mais on peut tout à fait travailler entre comportementalistes, vétérinaires, etc., et psycho, parce qu'en fait, les deux se croisent, et ce que le ou la psychologue va identifier comme difficulté avec l'accord de la personne, hein, du patient slash client, ben, on peut transmettre les informations et on peut élaborer ensemble des programmes qui permettent d'avancer sur les deux plans. Donc, par exemple, très concrètement, si sur ce truc d'anxiété de séparation un petit peu, si moi j'identifie par exemple qu'il y a un trauma dans cette situation-là qui va être activé par tel ou tel facteur et que la personne est d'accord pour que je transmette au comportementaliste parce qu'il est en confiance, ben, je vais transmettre des informations et on va monter ensemble des exercices qui vont tenir compte de ce paramètre-là. C'est-à-dire que bah voilà, dans les exercices que le comportementaliste propose habituellement dans ce type de situation, est-ce qu'on peut pas modifier ou ajouter des petits trucs pour que la personne bascule pas en zone rouge quand on essaye de travailler sur la séparation, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne bascule pas en zone rouge dans le travail du comportementaliste et qu'elle puisse du coup expérimenter toujours des nouvelles situations en restant en zone verte ou en zone d'apprentissage, quoi. Très bien. Est-ce que qu'est-ce qui peut faire qu'un humain ait des résistances finalement à décrocher son téléphone pour faire ce premier pas de contacter. Alors attends, hop. Voilà, j'ai eu mon truc qui s'est affigé, la fameuse application. Donc je reprends. Euh, Qu'est-ce qui peut empêcher l'humain de demander de l'aide pour résumer? Plein de choses, plein de facteurs. Là, pareil, c'est propre à chacun, mais dans ceux qui me viennent en tête comme ça, et c'est pas une liste exhaustive, il y a plusieurs paramètres. Donc, il y a déjà le fait d'appeler. Il y a plein de personnes pour qui c'est très compliqué d'appeler une personne inconnue et de se dire, OK, je prends mon téléphone ou ma boîte mail pour envoyer un message, pour appeler à l'aide une personne que je connais pas et où je suis pas forcément pour l'instant en sécurité ou en confiance. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Il peut y avoir le manque de conscience aussi. C'est-à-dire que bah, des fois, on se rend pas compte de ce qui se passe chez nous parce qu'on a l'impression que c'est l'extérieur qui est problématique. Oui, mais c'est pas moi, c'est mon chien. C'est mon chien, c'est mon cheval, c'est mon chat. C'est parce qu'il a ce comportement-là que du coup, moi, je me sens pas bien. Mais si l'autre changeait, ou mon compagnon, ma compagne, mes enfants, mon travail, ce genre de choses, je suis sûre que si ça changeait, que si l'environnement était différent, j'irais mieux. Et en fait, on se rend bien compte que en changeant d'environnement, ça va pas mieux. Donc des fois, c'est aussi un travail de se dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez moi et qu'il faut que j'aille le bosser un petit peu et le mettre au travail. Donc il peut y avoir ça, la peur, l'anxiété, le fait d'être face à quelqu'un d'inconnu. Il peut y avoir les expériences, les mauvaises expériences antérieures
Et vous l'avez peut-être déjà tous eu avec un professionnel, que ce soit un professionnel de santé ou un professionnel du milieu animalier. Je me suis sentie maltraitée, pas écoutée, pas entendue, jugée par un ou une psychologue, médecin, infirmière, assistante sociale, comportementaliste, vétérinaire, ostéopathe, etc., etc. Je vais peut-être avoir plus de difficultés à sauter le pas parce que c'est prendre le risque de nouveau vivre une expérience désagréable. Oui. Il peut y avoir des limites financières aussi. Oui. Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'aller consulter un ou une psychologue, généralement, c'est pas un travail qui se fait sur 2 séances. C'est un travail qui prend un petit peu plus de temps. Donc, il peut aussi y avoir des fois des limites financières qui font que un manque de place dans les structures, de moins en moins de professionnels qui prennent du monde parce qu'ils sont débordés pour plein de raisons de société actuelle et qui font que quand on appelle 5, 6, 7 professionnels qui disent tous en fait j'ai plus de place, au bout d'un moment on se décourage et on n'a plus envie. Oui. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est très important de s'écouter, même si la personne nous a été recommandée par quelqu'un avec qui ça a matché. C'est vraiment le ressenti d'être en sécurité en face de quelqu'un. Et parfois, c'est pas que la personne n'est pas compétente, c'est vraiment que ça va pas aller dans notre énergie. Donc vraiment, si vous sentez au bout de la 2e séance que vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas vous, c'est juste que ça ne matche pas et vous pouvez changer. Et vous pouvez d'ailleurs faire une petite période d'essai pour faire baisser la pression. Je vais juste rencontrer quelqu'un et je vais voir comment ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Et ça me semble vraiment important de le préciser. Et ça, que ça soit psychologue, médecin, comportementaliste, vétérinaire, hein, les professionnels ne sont pas tout puissants et c'est important de rappeler effectivement, comme tu dis, qu'on a ce pouvoir de choisir. Bien sûr. Et des fois, ils sont les professionnels peuvent être violents et maltraitants, hein, clairement, comme partout. Hein. Des fois, comme tu dis, c'est juste que ça matche pas parce que il y a pas le feeling, il y a pas la petite étincelle, il y a pas le petit truc, et c'est ok aussi en fait. On devrait pas se sentir prisonnier d'une relation. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, pour donner plus pour les personnes qui découvrent, pourrais-tu nous donner des exemples généraux de situations courantes que tu rencontres en tant que psychologue spécialisé dans les comportements canins? Alors, sur les gens que j'accompagne, donc au niveau psychologique, moi je m'occupe pas du comportement canin en tant que tel, dans le sens où je vais pas proposer des protocoles par rapport aux difficultés qui ont été identifiées chez l'animal. J'en tiens compte dans le suivi qu'on fait et je travaille en collaboration avec les comportementalistes qui sont sur la situation. En tant que psychologue, ce qui revient le plus souvent, ça va être tout ce qui est trouble anxieux. Donc, soit qui étaient déjà présents avant l'arrivée de l'animal, soit qui ont été déclenchés avec l'arrivée de l'animal, soit qui ont été renforcés avec l'arrivée de l'animal et du coup du vécu. Hein. Donc, on va avoir tout ce qui est trouble anxieux généralisé, où je vais avoir chaque action va me demander un effort et va être hyper anxiogène. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je vais en faire de moins en moins, je vais m'isoler. Et puis, à côté, je vais ressentir de la culpabilité parce que j'ai l'impression de ne pas donner à mon animal ce dont il aurait besoin. J'ai l'impression de ne pas l'accompagner comme il faudrait. J'ai l'impression d'être un poids pour lui. Donc, tout ce qui est anxiété généralisée, anxiété sociale, donc là, plutôt par rapport au regard de l'autre. Hein, c'est difficile pour moi. Là, mon chien s'est mis à aboyer. Quand on a croisé un autre chien, j'ai vu le regard de l'autre et ça m'a complètement... J'ai fondu sur moi-même à ce moment-là. Et donc, du coup, j'évite les lieux où je peux croiser des gens avec des chiens. J'évite tout ce que je peux éviter. Et en fait, ça réduit mon cercle de liberté. Et au bout d'un moment, je me retrouve à plus avoir trop de marge de manœuvre. Donc, tout ce qui va toucher à la sphère anxieuse, ça, c'est vraiment, je dirais bien, 80% des personnes que j'aide. L'anxiété de séparation, l'anxiété d'isolement, l'anxiété autour de tout ce qui touche à la parentalité, puisque, n'en déplaise aux détracteurs, mais vivre avec un animal, c'est une forme de parentalité. Et ça, on n'en parle pas assez, avec tout ce que ça implique, la responsabilité, la culpabilité, le perfectionnisme, l'envie de bien faire. Et donc, du coup, on se retrouve des fois dans des situations où on se dit, voilà, je suis pas assez bonne ou je suis pas assez bon, je suis pas une assez bonne mère ou un assez bon père, j'y arrive pas, je déprime, hein, puisque il peut aussi y avoir de la dépression qui arrive au bout d'un moment. Donc, tout ce qui est anxiété, dépression, on va aussi avoir tout ce qui touche au traumatisme. Ça, c'est aussi une
grande catégorie, tout ce qui touche au traumatisme et qui se déclenche ou se redéclenche euh, avec ce qu'on peut vivre avec l'animal. Donc soit qui existait déjà avant, hein, soit qui arrive parce que il se passe un truc avec l'animal. Par exemple, mon chien a attaqué un autre chien, il l'a envoyé chez le véto. J'étais pas anxieuse avant, enfin j'avais pas de problème avec ça avant, et en fait là j'arrive plus à le surmonter. Voilà, j'arrive plus, j'ai peur tout le temps, j'évite tout, je prends des pet-sitters à gogo pour qu'elles promènent mon chien parce que moi je suis en PLS, ou alors j'ai fait une énorme chute à cheval qui m'a amené à l'hôpital. Je prends des exemples un peu extrêmes, mais le traumatisme n'est pas obligé d'être aussi extrême, hein. L'événement n'est pas obligé d'être aussi important avec tellement de conséquences pour que ça fasse traumatisme. Ça peut des fois être juste un regard ou une situation sans qu'il y ait eu d'atteinte physique. Mais voilà, donc un traumatisme qui se déclenche parce qu'on a vécu une situation très difficile et qui nous empêche après d'avancer. Ou un traumatisme qui en appelle un autre qu'on a déjà vécu plus jeune, etc., etc. Donc vraiment, je dirais trouble anxieux, dépression, traumatisme, principalement. Je pense que c'est euh, principalement ce que je rencontre le plus. Là, il va y avoir plus des besoins de soutien situationnel. C'est-à-dire que ça touche pas forcément à quelque chose qui est l'ordre de la personne, comme un trouble anxieux ou ce genre de choses. Mais par contre, avec certains animaux, on peut se retrouver dans des situations délicates. Par exemple, typiquement, et vous avez des très bons comptes qui parlent de ça au quotidien et que j'adore parce que je les trouve très authentiques, très honnêtes sur les difficultés ressenties et rencontrées, ce que ça génère chez eux. Mais tout ce qui est anxiété de séparation couplée à de la réactivité. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, les personnes, elles s'isolent, elles sortent plus, elles peuvent perdre leur travail, elles peuvent perdre leur couple, elles peuvent perdre plein leurs cercles sociaux, parce qu'en fait, l'animal est dans une difficulté telle que ça les prive de tout s'ils veulent essayer de faire en sorte que l'animal soit le mieux possible et de l'accompagner à son rythme. Bien Et donc là, sûr. on est plus vraiment dans quelque chose en réaction à la situation que l'animal amène dans notre vie et où on peut le comparer. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça non plus, mais on peut le comparer à un membre de la famille qui est porteur d'une maladie ou d'un handicap. On devient père aidant, père PAIR, on devient père aidant, c'est-à-dire qu'on devient l'aidant au quotidien du membre de la famille qui rencontre ces difficultés avec tout ce que ça implique. Alors, quel est ton point de vue sur les chiens d'assistance pour les sujets TAG, TAS, à la fois en termes d'éthique et avec ton regard, s'il te plaît? Joker. Il n'est pas très bon. On ouvre ce débat, Véronique, ou Ah bah écoute, ici c'est un espace de liberté, je te laisse, t'es pas obligé, je t'ai pas obligé. on va dire que je suis mitigée. Je pense que pour les humains, c'est une très bonne chose. Et ça Bien fonctionne. Ça fonctionne. Et vraiment, pour les humains, ça apporte vraiment des bénéfices qui sont non négligeables et qui permettent à certaines personnes de pouvoir réaliser des choses qu'elles ne pourraient pas réaliser sans. Donc, je trouve que c'est une éthique qui est absolument thérapeutique, qui est absolument incroyable et qui est absolument incroyable. Vraiment, pour les humains, je remets pas du tout en cause les bénéfices. Pour les chiens, pour les animaux, on va dire ça dépend. Si j'essaye de rester consensuelle, ça dépend. Je trouve que voilà, ça dépend parce que ça les place quand même au rang d'objets thérapeutiques, même si on fait tout ce qu'il faut pour eux, même si voilà, on est quand même sur un travail qu'on leur demande au bénéfice de l'humain et qui peut être très usant. Alors, il y a des chiens, il y a des animaux qui vont adorer et qui vont s'épanouir complètement dans cette vie. Puis il y en a d'autres qui vont en souffrir, mais qui vont pas forcément le montrer parce on leur apprend aussi beaucoup à inhiber pas mal de réactions. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, Véronique, mais moi je suis plus mitigée sur l'intérêt pour Bah, l'animal. je pense qu'effectivement, on n'est pas hermétique, les chiens ne sont pas hermétiques à tout le système en face, et je parle du système nerveux, du système émotionnel d'un autre individu, qu'il soit humain ou chien, et qui a un impact. Après, effectivement, tout dépend de la fenêtre de tolérance du chien, tout dépend quand même des besoins. Est-ce qu'il a vraiment des moments où il peut choisir, où il a... Voilà, tout dépend. Mais si c'est un job... un peu cadré et que en plus ses besoins sont pas comblés et qu'on l'écoute pas, et comme tu dis, la lecture du langage canin là elle est difficile parce que il peut se mettre en faire semblant voilà, donc c'est effectivement tout un mais voilà, il y a des personnes qui le font certainement
avec plusieurs chiens, en mettant du repos, et comme tu dis, peut-être il y a des chiens, ils kiffent. Ça, je ne sais pas. Je pourrais pas, j'en ai jamais vu, mais c'est tout un sujet. Ça sera le sujet d'un interview, peut-être. Ça serait, en tout cas, je serais présente en tant que spectatrice si tu en fais si tu en fais un live parce que ça m'intéresse vraiment et je pense que ça dépend vraiment de l'individu, ça dépend vraiment de la formation. Après voilà, je pense qu'il faut pas oublier que ça reste un travail pour le chien qui est souvent peu naturel par rapport à ses besoins, aux besoins qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez coûteux. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans ce qui va être mis en place pour que ça soit le plus bien traitant possible pour l'humain et pour l'animal. Mais voilà, il y a des petites choses qui, moi, me déclenchent un peu, comme par exemple, au bout d'un moment, c'est là où on voit que c'est bien un travail pour certains chiens dans le cadre de certaines maladies. Et encore une fois, c'est essentiel pour l'humain, hein, Ah bah mais oui. on va les mettre à la retraite, donc ils vont partir de leur famille. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire quelques années avec la famille, puis parce que c'est un travail coûteux, on les met à la retraite et ils partent dans d'autres familles qui font les retraites des chiens, de certains chiens d'assistance, etc. Donc, voilà, ça veut dire aussi arracher le chien à un milieu spécifique, ça veut dire le mettre dans un... Il y a plein de petites choses et je me suis jamais... Je sais pas s'il y a des études qui existent à ce niveau-là, au niveau du bien-être, de l'éthique. C'est possible, faudrait aller voir. Oui, oui, oui. Puis je suis ouverte à effectivement un live si quelqu'un maîtrise ce sujet avec une approche évidemment respectueuse du chien pour nous donner des pistes. Ça peut être un sujet intéressant. Et on le voit sur les aidants humains qui finissent la plupart du temps épuisés, lessivés. Voilà. Et ça nous donne quand même, comme tu dis, après, il y a cette histoire de séparation, de fin de vie, etc. C'est un peu compliqué. Je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant, sur la question d'avant. Il y a 2 jours, j'ai été appelée pour un bilan comportemental et la personne m'avait appelée en me disant ma chienne est déprimée, elle est triste en continu, etc. Et la dame, vraiment... et c'était pleinement, alors je vais creuser, mais ce que j'ai vu, c'était pleinement de la projection. Donc ça, ce phénomène de projection, on projette sur un autre individu, ça peut être aussi un humain, hein, nos propres besoins, etc. Là, c'était flagrant. Et j'ai observé la chienne qui vive, elle était juste calme, elle était posée, elle n'était pas du tout, enfin, j'ai pas vu ça à suivre. Mais c'est très, ça m'a vraiment, je me suis dit, et en fait, j'ai rassuré la personne qui projetait toutes ces, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce que ceci, voilà. Donc, Et on voit bien que ces angoisses qui, et qu'effectivement, on travaille sur ces angoisses qui sont pas congruentes avec ce que tu as pu observer du chien, finalement, ça aide aussi, quoi, c'est aidant. alors, il y a, oui, Un oui, mécanisme normal, la projection, hein, on l'a tous, hein, en tant qu'humain, on projette tous, tout le temps, sur tout et n'importe quoi, hein, sur des animaux, des êtres humains, des objets. Et d'ailleurs, en thérapie assistée par l'animal, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Quand les patients me disent oui, mais là, Dakota, elle est pas bien, alors qu'elle est très bien. C'est juste que elle a la flemme à ce moment-là. Ok, bah qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est pas bien? Et, et là, vous, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ah bah oui, mais c'est vrai que je suis pas très confort. Bah j'ai pas l'habitude d'être en groupe et puis j'ai peur de mal faire parce que moi, les patients qui viennent sont formés à tout ce qui est un peu lecture des signaux de communication du chien, approche, etc., avant de les rencontrer. Ouais, j'ai peur de mal faire, etc. Et en fait, souvent en creusant, on voit que ça vient toucher à des choses de leur histoire. exact. J'ai peur de mal faire, j'ai peur d'eux, etc., Oui, etc. oui, oui, et d'aller, oui, d'aller voir qu'est-ce que la personne aurait besoin, quelles ressources elle pourrait, ça va. J'ai un commentaire que j'ai loupé parce qu'il est remonté. Je sais pas si toi tu l'as. Moi, Euh, j'ai un Vox Canis en commentaire. Du Ah, coup, ça doit être sur l'étude dont on parlait. alors il y a quelques publications récentes qui se focalisent sur le bien-être animal dans les thérapies par l'animal et assistance. Alors effectivement, moi j'ai lu, j'en ai lu quelques-unes, pas mal. D'ailleurs, il y en a de plus en plus sur le bien-être dans les thérapies assistées par l'animal. Et d'ailleurs, il y a dans la tête des chiens qui s'est spécialisé, qui a fait sa thèse là-dessus. Mais thérapie assistée par l'animal et chiens d'assistance, c'est encore deux choses différentes. Et pour le coup, sur les chiens d'assistance,
J'en ai pas lu pour l'instant. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. C'est juste que j'avais d'autres domaines de recherche, donc je me suis pas focalisée là-dessus, comme c'est pas la plus grosse partie de mon activité, c'est pas même pas du tout une partie de mon activité professionnelle. Mais c'est vraiment du coup la TA, thérapie assistée par l'animal, et les chiens d'assistance, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes, où on ne demande pas du tout la même chose à l'animal. Donc pour moi, c'est vraiment deux domaines à explorer, à creuser au niveau des recherches. Ok, alors, peux-tu expliquer comment le passé d'un chien peut influencer son comportement actuel? Oui. Je pense que comme c'est le cas pour tous les êtres vivants, je pense que comme c'est le cas pour tous les êtres vivants, où il va y avoir, on est composé d'un ensemble de sphères qui interagissent les unes avec les autres, si j'essaye de simplifier au quotidien. Là-dedans, il va y avoir la génétique, parce que on va avoir une partie de notre façon de percevoir les choses, de nos ressentis, de notre sensorialité, de plein de choses qui vont être génétiques. Il va y avoir l'épigénétique, si on rajoute une couche. Donc, comme je dis génétique, c'est tout le patrimoine génétique qui est transmis par les ascendants, les parents, et puis c'est encore avant, etc., etc. Il va y avoir l'épigénétique, donc la manifestation des gènes qui sont présents. Donc, c'est un peu comme des interrupteurs. L'environnement ou ce qui va se passer dans notre vie va contribuer à allumer ou à éteindre un interrupteur génétique, ce qui fait que ça va avoir une influence sur ce qu'on vit. Et ça, encore une fois, c'est le cas pour probablement tous les êtres vivants. Là, je pense plutôt à tout ce qui est mammifères, poissons, etc., etc. Pour les plantes, je suis pas spécialisée, mais je suppose que ça doit jouer aussi. Mais ça, c'est qu'une grosse supposition sans aucun fondement théorique. Il va y avoir les expériences de vie, donc tout ce qu'on va vivre au fur et à mesure de notre vie, et ça dès ce qui se passe dans le ventre de la maman. Il suffit que, par exemple, la maman soit très stressée à ce moment-là, qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui passent à travers le placenta, dans le liquide amniotique, ce genre de choses, et ça, qu'importe l'espèce, que la maman soit très stressée, qu'il y a un gros trauma à ce moment-là, etc., et ça va jouer sur comment on vit les choses et sur notre comportement. Toutes les expériences de la prime enfance, où aujourd'hui on se rend compte à quel point c'est important. Donc quand je dis prime enfance, je comprends toutes les espèces, c'est tant pour un chiot que pour un humain, que pour un poulain, ce genre de choses. Il va y avoir l'environnement dans lequel on grandit, les figures d'attachement. Il va y avoir tout un ensemble de choses qui vont faire qu'en fait, ça va jouer sur la façon dont notre comportement se manifeste aujourd'hui. Et donc, autant avec les humains, on peut retrouver une certaine partie parce que on a accès au langage, mais on ne retrouve jamais tout. Il faut le dire. C'est une grande croyance de dire qu'on va retrouver les origines de ce qui joue dans le mal-être actuel. Des fois oui, des fois non, parce que sur par exemple 40 ans de vie, retrouver ce qui s'est passé chaque seconde, tous les déclencheurs, les associations conscientes ou inconscientes qui ont été faites. Par exemple, je peux avoir fait une association très négative avec quelque chose sans m'en être forcément rendu compte, parce que au moment où j'ai eu une expérience désagréable, il y avait en fait une voiture verte qui passait à 50 mètres. J'en ai pas du tout eu conscience. Du coup, depuis, dès que je vois un truc vert, j'arrive plus, et du coup, j'arrive plus à m'alimenter, etc. Des choses conscientes et inconscientes. En tout cas, tout ça, tous ces paramètres, tous ces facteurs, la génétique, l'environnement, les premières expériences, les expériences de vie, les figures d'attachement, l'éducation, la socialisation, tout ça, ça va faire une sorte de gros melting pot qui vont se manifester aujourd'hui. Et ça chez l'humain, mais chez l'animal aussi. Et donc, du coup, forcément, ça va influer sur comment on perçoit les choses, comment on ressent les choses, et du coup, les manifestations comportementales qui vont découler de tout ça. Et ce qui est important de dire, et c'est pour ça que ça nous... Enfin, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, qu'on n'est pas obligé pour guérir d'un traumatisme ou de petits traumas, de se rappeler à partir du moment où on a nos ressources et que la capacité grandit, on n'a pas besoin forcément de se souvenir, et ça nous donne aussi de la cohérence par rapport au chien, où effectivement il ne va pas pouvoir nous expliquer que voilà, qu'il a eu ça ou ça. C'est pas pour ça qu'on peut pas vraiment grandir et guérir de trauma. Tout à fait. Tout à fait. Le trauma, c'est encore pour moi un sujet particulier, parce qu'on voit qu'avec certaines approches, on peut vraiment, même sans se rappeler exactement des choses, on peut vraiment... Alors, dans certains courants, ils disent guérir.
je ne sais pas si je suis d'accord sur ce terme ou pas, mais en tout cas, on peut vraiment amener un soulagement et un apaisement à ce niveau-là chez l'humain. Chez le chien, il y a des approches qui sont en train de se développer, mais qui mériteraient du coup d'être évaluées. Et puis comme du coup, c'est jamais trop. Mais par contre, voilà, comme dit, il y a ces approches qui disent que pour un trauma, on pourrait potentiellement guérir avec certaines approches et certaines façons de faire. Mais j'ai envie de dire qu'on peut aussi développer, comme tu dis, des capacités de résilience non négligeables sans avoir forcément connaissance de l'origine du traumatisme. Alors c'est sûr que Mais c'est mieux oui, de le connaître parce qu'on connaît le fonctionnement, etc. Sauf que ça soit chez nous ou chez l'animal qui n'a pas accès à la parole, des fois, je pense pour tous les animaux rescue, les sauvetages, ce genre de choses, des fois on n'a aucune idée de leur passé. Et puis même quand on les a à la maison, qu'on les a depuis tout petit, qu'on s'est vachement renseigné sur comment s'est passé la naissance, le machin, les premiers mois de vie, ce genre de choses, en fait, il y a des choses qu'on voit pas et qu'on sait pas parce qu'on sait pas comment l'animal le vit. Et des fois, ce qui peut nous paraître insignifiant va être complètement traumatisant pour l'animal et on n'arrivera pas à remonter jusqu'à là. Mais effectivement, il peut y avoir tout un travail sur au-delà de l'origine, quand on la trouve pas, sur le développement des capacités de résilience qui peuvent amener un soulagement au oui, quotidien. oui, oui. Alors, je reprends le questionnaire. Quel conseil donnes-tu aux humains qui commencent à rencontrer des problèmes avec leurs chiens? Si on, si on aborde. Alors, là, je suis complètement biaisée, c'est pas du tout objectif, mais pour moi, c'est d'aller consulter le plus vite possible un ou une professionnelle. Quand on a l'impression comment dire, que ça avance pas, de patauger un petit peu, de pas arriver à trouver des pistes ou des solutions qui font que, parce que je pense que j'ai une grosse conviction dans le travail et l'accompagnement des professionnels, sinon je serais pas dans ce genre de métier. En tout cas, de certains, encore une fois, il y en a plein où il y a un manque de formation, de compétences, d'humanité, de compétences relationnelles, émotionnelles. Mais j'aurais tendance, j'aurais tendance effectivement à dire des fois, on avance, on avance plus loin à deux. Donc le fait, on avance mieux et plus loin à deux parce que du coup, il y a un regard extérieur aussi. On est moins, quand on est dans une relation avec un animal qu'on aime, il y a aussi des enjeux relationnels qui font que notre regard n'est pas toujours objectif et en même temps, il est hyper important parce que le ou la professionnelle n'a pas l'expertise que nous, on a de notre animal. C'est-à-dire que nous, on vit avec tout le temps, on voit des choses tout le temps. Et donc, du coup, l'association de ces deux expertises, je trouve qu'elle permet souvent d'aller beaucoup plus loin et des fois beaucoup plus vite. Après, sans consulter un professionnel, j'aurais tendance, je réfléchis, c'est une excellente question, j'aurais tendance à dire que peut-être commencer à faire une petite enquête, un peu comme Sherlock Holmes, être curieux de ce qui se passe, quand ça se déclenche, comment, à quel moment, qu'est-ce qu'il y avait dans l'environnement, faire une sorte un peu de recueil de données sur ce qui se passe chez l'animal ou dans l'environnement dans ces moments-là. Ça peut être un premier petit truc qui peut peut-être donner des pistes. Euh, avec le niveau de connaissance qu'on a à l'heure actuelle, mais aussi le faire pour nous. Voilà. Et, et, Comment moi je me sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon comportement, dans mes émotions? À quoi ça me renvoie? Exactement. Et c'est pas parce qu'on est un bon professionnel, un bon éduc, que pour son propre chien, on n'a pas besoin d'aide. C'est important de le dire. Ça n'a rien à voir avec les compétences. C'est dès que ça touche l'émotionnel, c'est important de s'autoriser en se disant, quand même, j'ai 15 ans d'expérience, je vais quand même pas consulter pour mon propre chien. Peut-être que oui. Je sais pas Mmh. ce que tu penses, mais Je suis tout à fait d'accord et je trouve que on parlait des barrières tout au début qui peuvent empêcher de consulter un professionnel. Je trouve que dans ce milieu-là, il y a aussi, en tout cas moi, c'est des discours que j'entends souvent de oui, mais j'ai honte parce qu'en fait, je suis éduque, je suis ci, je suis ça, et je devrais savoir comment faire. Et en fait, mon animal, il répond pas à ce qu'on attend, à ce que la société, les gens attendent ou renvoient de l'animal de l'éduc qui devrait être parfait. Mais encore une fois, on est dans le registre de la parentalité, tout comme, voilà, je suis psychologue. Alors moi, ça, je l'ai tout le temps. Ouais, t'es psychologue, tu devrais, je devrais rien du tout. On est humain avant tout. Mais tout comme on peut l'entendre pour des éducatrices de jeunes enfants, pour des gens dont c'est le métier, pour des institutrices, pour des professionnels de la petite enfance qui des fois ont pas. Voilà, on peut l'entendre dire oui, mais bon, c'est ton métier, tu devrais savoir comment gérer ton gamin. Bah non, bah non, parce que c'est pas aussi ouais. simple que ça.
et que on peut avoir plein de théories, on peut avoir plein de connaissances, on peut être un super professionnel. Bah, quand ça nous touche à nous, c'est pas pareil. Et puis ils viennent toujours en plus, pas volontairement, mais taper sur les points qui font mal. Ils viennent toujours nous faire sortir de nos limites. C'est ça. Donc on peut se préparer autant qu'on veut, avoir toutes les connaissances et les formations qu'on veut. Ben, on ne sait pas qui c'est qu'on va avoir en face. On ne sait pas comment ça va se passer avec. Et des fois, le fait de pouvoir s'autoriser à se dire, bah ouais, je suis pro dans ce domaine, mais ça n'empêche pas que moi aussi, j'ai le droit d'être accompagnée parce que je rencontre une certaine limite. Et surtout, ça n'enlève pas ma légitimité en tant que professionnelle. Je trouve que c'est super. Bien C'est sûr. hyper aidant. Bien sûr. Alors, comment les humains peuvent-ils mieux réguler leur propre stress et leurs émotions liées au comportement difficile de leur chien? Alors, il existe plein de choses. Il existe vraiment tout un arsenal, comme ça existe dans tout ce qui est canin pour accompagner les loulous. Il existe tout un arsenal pour les humains. Donc pour moi, le premier truc, c'est toujours si vraiment on voit à un moment donné que ça, c'est pas un petit stress ponctuel, si c'est vraiment des choses qui sont régulières, chroniques, qui nous débordent, qui commencent à amener de l'inhibition. Je sors de moins en moins, je fais de moins en moins d'activités qui me plaisent, etc., etc. Je me sens pas bien par rapport à ça, j'aimerais que ça change. Ça peut toujours être intéressant de consulter un professionnel parce que voilà, après il y a plein de professionnels différents, donc à vous de trouver celui qui correspond le plus à vos besoins, mais parce que du coup on va être accompagné dans l'anamnèse, comme le bilan en comportement canin. Il va y avoir une anamnèse, un bilan qui va être fait pour essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est qu'avec le chien ou est-ce qu'il y a déjà des trucs avant et que du coup le chien il vient déclencher ça. Et donc du coup on va aller travailler un petit peu plus en amont que juste avec le chien. Est-ce que voilà, est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi la fonction, c'est quoi les bénéfices que j'en retire. Mes chiens sont réactifs congénères suite à de nombreuses agressions, traumas, plein de choses, des choses aussi probablement que nous, on n'a pas bien fait à certains moments. Quand je travaille jusqu'à 18h et qu'il faut que je les sorte à 18h, je sais que ça va être le moment où il va y avoir tout le monde avec son chien dehors, entre 16h et 18h. Et donc, du coup, ça me stresse tellement qu'en fait, j'y vais plus. J'y vais plus et je préfère ne pas les sortir. Après, je culpabilise comme c'est pas possible. Mais je préfère pas les sortir que de me confronter à tout ça. Et après, je culpabilise, je suis pas bien, etc., etc. Bah oui, mais sauf qu'il y a quand même un bénéfice, c'est-à-dire que je ne me suis pas confrontée à mon anxiété. Donc, je l'ai pas fait évoluer. J'ai pas pu travailler dessus pour qu'elle évolue. Donc, il y a plein de choses vraiment à voir, à prendre en compte pour essayer de comprendre, de se comprendre et du coup de mettre en place des techniques adaptées. Si par exemple je suis stressée parce que j'ai peur de l'autre, du regard de l'autre, on va pas le traiter de la même façon que si je suis stressée parce qu'il y a eu un gros traumatisme qui s'est passé. Genre au coin de ma maison, un chien a débarqué avec sa maîtresse, mes chiens sont partis dessus parce qu'on sortait à ce moment-là, ils l'ont bouffé, il est parti chez le vétérinaire. Bon bah forcément, il va y avoir un truc traumatique à travailler au coin de la maison. Mais si je pars de ce coin de la maison, voilà, je m'en fous de croiser des chiens, par exemple. Sauf s'il y a la voiture verte qui passe. Où il y a la voiture verte qui passe à ce moment-là et que voilà, donc il y a vraiment l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre au maximum ce qui se passe, soit seul, soit accompagné, parce qu'encore une fois, des fois, le fait d'avoir un regard extérieur, ça va amener des éléments auxquels on n'avait pas pensé, et de pouvoir un peu, je vais caricaturer, mais faire une sorte de protocole de désensibilisation par rapport à ça. Et donc là, il y a plein de choses qui existent. On va travailler au niveau physique, hein, donc tout ce qui est les composantes physiques du stress, par exemple au travers d'exercices de respiration, de la détente musculaire progressive, ce genre de choses, parce que quand le corps il est tendu, parce qu'il est stressé, le cerveau il se dit ouh là là, danger, reste chez toi, tu seras vachement mieux. Voilà. Donc on peut travailler là-dessus. On va travailler au niveau de tout ce qui est les pensées. Donc là, il y a plein de petits exercices qui existent, puisque notre cerveau en état d'alerte, il va activer le mode danger. Donc tout va devenir dangereux, ou des éléments spécifiques vont devenir dangereux. Et on sait bien, par exemple, il y a une araignée qui est à 40 mètres de moi. Je vais être dans un état de panique, alors que je sais concrètement qu'il n'y a pas de danger rationnellement. Et puis il y a plein de gens qui disent, mais rationnellement, je sais qu'il n'y a pas de danger et que ça va aller. Mais pourtant, j'arrive pas à faire évoluer cette association. Donc, on va travailler sur la gestion de l'environnement, on va travailler sur les pensées automatiques, on va travailler sur la sphère émotionnelle, on va travailler sur les comportements et sur tout ce qui se passe au niveau physiologique. Et là, il y a pas mal de choses qui existent, qui peuvent aider.
Et d'ailleurs, parce que du coup, on va pas tout détailler, je vois le temps qui passe, Oui. mais il y a un conte que je trouve assez chouette d'une psychologue qui est spécialisée dans les troubles anxieux et qui donne plein de petites astuces, qui s'appelle Bérénice Lefebvre Psy. Alors, je sais pas si Ok, je le tu note. notes dans Mais je pourrais le mettre après dans le Bérénice. Bérénice, comment tu dis? le Tu l'écris? Lefebvre Psy. Je crois que je l'ai mis dans un commentaire, mais je crois que ça s'écrit comme ça. Ok. Bah, je le mettrai dans le post. Ou je te le renverrai si tu Ouais, veux. ouais. Je te le renverrai, mais je trouve que du coup, enfin, son compte Instagram, c'est une mine. Enfin, c'est ce qu'on fait en séance dans tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale. Et c'est vraiment, je trouve que c'est assez précieux ce qu'elle partage comme trucs et astuces. Il y a plein de petits trucs et astuces justement pour comprendre comment fonctionne le stress et puis pour pouvoir mettre en place des petites choses au quotidien pour pouvoir faire face à ça et faire un petit peu évoluer les choses. Je trouve que c'est Super. bien fait. Oui, oui. Et puis en plus, avec l'accompagnement, il y a vraiment une alliance qui peut porter au-delà des séances. Et la personne, à partir du moment où elle déclenche l'élaboration, ça va aussi faire baisser la tension, comme tu disais, le simple fait de poser à l'extérieur, d'être accompagné, de pouvoir écrire un message peut-être, c'est vraiment précieux. Et ça, d'élaborer en séance, mais aussi de pouvoir le travailler avec des exercices précis en dehors des Mm, séances, mm. ou en étant accompagné. Moi, je sais qu'il y a souvent des moments où je vais avec mes patients à l'extérieur et on va travailler dans les situations pour leur permettre de mettre en place des choses spécifiques, que ça soit seul ou avec les chiens. Super, ouais. Voilà, pour... Ouais, 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 super. Alors, quel impact les traumatismes peuvent-ils avoir sur une relation et à quoi faut-il faire face pour accueillir un chien sensible, réactif ou ayant un lourd passé? Est-ce que j'ai été claire? Quel impact le traumatisme de l'humain peut avoir sur la relation avec le chien? Et alors attends, et juste la deuxième partie de la question. Euh, et à quoi faut-il faire face pour accueillir un chien sensible, réactif ou ayant un lourd passé? D'accord. Alors, du coup, il y a deux mouvements dans ta question. Donc, il y a l'impact du traumatisme de l'humain sur le chien. Alors, ça a souvent, malheureusement, un impact pour les deux. C'est-à-dire que si mon traumatisme prend trop d'ampleur ou trop de place, et c'est un peu la définition du traumatisme dans mon quotidien, d'une façon ou d'une autre, ça va avoir un impact sur les personnes qui m'entourent. Je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça, je vais faire des attaques de panique, je vais pas pouvoir être disponible à certains moments qui sont importants parce que. Donc forcément, ça va avoir un impact relationnel. Encore une fois, euh, l'intensité va varier en fonction du chien. Il y a des chiens, on les voit, ça les touche peu. Ils s'en foutent. Vis ton traumatisme, j'en ai rien à faire. Et c'est très bien comme ça. Et puis, on Ouais. va avoir des individus qui vont être plus sensibles, qui vont sentir plus de choses ou qui vont être plus impactés par le quotidien qui va être orienté autour du traumatisme. Par exemple, si j'arrive plus du tout à sortir alors que j'ai un chien qui a un haut niveau d'énergie, forcément, ça va avoir un impact sur le chien et ça peut avoir un impact sur la relation. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas une fatalité non plus, dans le sens où, encore une fois, on a tous des traumas, enfin, on va pas se mentir, on a tous des traumas d'une façon ou d'une autre qui impactent plus ou moins notre vie et on vit tous avec ou toutes avec des animaux qui vont être différents. Moi, j'ai deux chiens, les deux réagissent pas du tout de la même façon au même stimulus. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, je pense qu'il faut pas non plus trop se mettre de pression ou trop culpabiliser là-dessus en disant mon Dieu, j'ai un trauma, je pourrais plus jamais prendre d'animal ou mon Dieu, j'ai un trauma, je suis en train de traumatiser mon chien ou ma relation elle est pourrie. C'est pas aussi simple que Non. ça. C'est dire, ok, dans quelle mesure est-ce que ce que je vis là, ça joue? Est-ce que j'ai l'impression des fois que mon animal il aurait besoin d'autre chose et que je peux pas lui donner parce que j'ai ce traumatisme qui m'empêche de. Encore une fois, je prends un chien à haut niveau d'énergie alors que je peux plus sortir de chez moi. Ça peut jouer. Tout comme avec un autre chien qui aurait peut-être pas les mêmes besoins, bah, ça passera crème. Et je dis, ah bon, je suis bien, j'adore les séances sur le canapé. C'est les moments que je préfère dans ma vie. Et puis bon, les autres chiens, je les aime pas trop, donc ça me dérange pas de pas avoir de vie sociale canine intense parce que je suis juste bien avec ma famille. Oui, Donc, oui, complètement. et pour la deuxième partie, c'était à quoi est-ce qu'il faut se préparer quand on accueille un chien sensible?
qu'on peut vraiment se Oui, malheureusement, préparer. on le sait qu'il y a des retours, malheureusement, il y a des retours au refuge parce que le chien. Donc, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je sais pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment être prêt à 100%? Ouais, c'est Je sais ouais. pas. Je sais pas. Dans ce que j'ai pu voir, il y a des personnes, oui, elles vont se préparer et puis ça va très bien se passer. D'autres qui vont pas du tout se préparer et ça va très bien se passer. Et puis d'autres qui vont être préparés à 100%, 200%. Et en fait, ça va pas si bien se passer ou ça peut être compliqué pour les uns ou pour les autres parce qu'en fait, on n'est jamais prêt à 200% à ce qui va se passer parce qu'on ne connaît pas l'autre. Parce que même quand les associations nous donnent des éléments sur ce qu'elles ont pu observer de l'animal, on n'a pas la garantie que ce qu'elles ont observé soit tout à fait raccord avec ce qui va se passer dans le quotidien de la personne. C'est-à-dire qu'elles ont observé un animal dans un environnement défini à un instant T. On peut faire plein de choses, les mettre dans plein de milieux différents, dans plein d'environnements différents. Ça sera toujours un environnement différent de celui de la famille qui va l'accueillir. Est-ce que ça sera la même chose? Je sais pas. Oui, ouais, ouais, ouais. Et puis il peut être inhibé le temps du refuge et là, au contraire, prendre plus, se révéler. Tout Euh, à fait. donc en Tout tout à cas, fait. de pas hésiter de se faire accompagner quand on se sent soi-même débordé ou dans la culpabilité euh, et la notion de temps aussi, de prendre du temps. Exactement. Et prendre du temps, accepter. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je potasse aujourd'hui et où je pense que je vais sortir des articles parce que ça me semble important, mais aussi comment je suis accompagnée dans cette notion de renoncement. Je me retrouve dans une situation où en fait ma vie est plus du tout la même. Mais ça, j'ai envie de dire que ça se passe bien ou qu'il y ait plus de difficultés, hein. Ma vie, elle sera plus jamais la même avec un nouvel individu dans la famille qu'avant, que ce soit un enfant, un chien, un chat, un cheval, un lézard. Alors il y en a qui vont être moins demandeurs, d'autres plus demandeurs. Mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? À quoi est-ce que je dois renoncer? Même des petits renoncements quotidiens, même des toutes petites choses. Il y a aussi quelque chose à jouer de ce côté-là. Et puis aussi à connaître ses limites. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Encore une fois, ça peut être un chamboulement. Que ça soit un chien où il n'y a pas de difficulté ou un chien où il y a des sensibilités qui font que bah, c'est plus compliqué de s'adapter à la société dans laquelle on vit. Par exemple, voilà, un chien qui a peur de plein d'éléments parce qu'il n'a jamais vécu en centre-ville et qui se retrouve en centre-ville, c'est pas simple. J'ai envie de dire que ça soit un sauvetage ou un chien d'élevage, hein, plein d'élevages qui sont à la montagne, où il y a peu de contact avec des environnements plus urbains. Chiot, il se retrouve dans un environnement urbain. En plus, le mariage, il était un peu pourri. La sélection, elle était pas top. La mère, elle était hyper stressée partout. Enfin, il y a plein de choses qui font que, des fois, un rêve peut se transformer en cauchemar pour tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi être très conscient de ses limites et pas hésiter, comme tu dis, à se faire accompagner, mais aussi des fois à dire j'y arriverai pas. Et ça, je trouve que dans ce milieu-là, on se l'autorise pas suffisamment parce qu'il y a énormément de culpabilité. Il y a, il y a un peu des extrêmes. Il y a ceux qui vont vite s'en débarrasser. Un peu d'investissement, un peu de oh, voilà, c'est bon. Il a bavé une fois sur le canapé, je m'en débarrasse. Hein, donc ça, c'est encore une catégorie à part. Mais on va aussi avoir ceux qui vont se surinvestir, quitte à se mettre en danger émotionnellement et psychologiquement. Et puis toute la partie au milieu où bah c'est pas simple tous les jours et qui s'autorisent pas du coup parce que mine de rien, ceux qui, quand on prend les statistiques, alors c'est toujours trop, mais ceux qui s'en débarrassent un petit peu au petit bonheur la chance, ça reste quand même une minorité statistiquement parlant par rapport à l'intégralité de la population. On a tout le reste de la population bah, qui vont rencontrer des difficultés et où des fois, bah, comme on est quand même dans quelque chose de l'ordre de très culpabilisant en France, hein, vous êtes des méchants, adopt don't shop, voilà, moi j'ai des situations où les personnes elles sont dans une difficulté incroyable, enfin et où clairement ça nécessite un replacement, mais elles osent pas tellement, elles culpabilisent et tellement la société elle les fait culpabiliser et le replacement serait mieux pour l'animal et pour eux. Et je pense que des fois il faut aussi s'autoriser à se dire bah en fait c'est pas un échec, c'est juste que là ça peut pas coller. Ça peut pas coller pour moi, ça peut pas coller pour l'animal. On a beau s'aimer tout notre cœur, on a beau avoir fait tout ce qu'on pouvait, bah, en fait des fois aimer, c'est aussi laisser partir. C'est trouver un environnement plus adapté pour l'animal dans lequel il s'épanouira. C'est accepter que, que c'était pas le bon match à ce moment-là de notre vie, sans être Ok. culpabilisé par la société. Oui, oui, la culpabilité, oui, c'est un gros, gros, gros dossier. On arrive au terme de ce petit interview.
Alors, pour terminer, si vous avez une question qui est brûlante, n'hésitez pas, ça va être le moment. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, un message qui te tient à cœur à transmettre? Euh, alors, il y a un message qui me tient à cœur, c'est, je pense vraiment, tout ce qui touche à la collaboration. Je pense que c'est un domaine qui est très jeune, très frais. On voit que la place de l'animal, elle est en train d'évoluer à plein de niveaux. Chez nous en France, parce que dans d'autres pays, c'est pas du dans d'autres pays c'est mieux, et puis dans d'autres pays c'est pire. Donc si on se concentre que sur la France à cet instant-là de notre histoire, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où la place de l'animal est en train d'évoluer. Pour moi, toujours pas assez vite, mais ça fait partie du jeu. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire autour de la collaboration. De la collaboration autour de la prise de conscience et des aménagements et de la vie en société avec des êtres vivants différents, d'espèces différentes. Et je pense que là-dedans, tous les professionnels ont un rôle à jouer en s'associant. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, encore une fois, c'est un milieu très jeune. Par exemple, il y a très peu de liens entre les psychologues, en tout cas, ou les experts de la santé mentale et les experts de tout ce qui est de tout ce qui est humain. Euh, pardon, experts de la santé mentale humaine et tout ce qui est expert de l'accompagnement des animaux. Hmm. Il y a peu de liens. Il commence à y en avoir au niveau de la recherche, ce genre de choses, mais dans le quotidien, pas c'est pas encore aussi fluide. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'association et de la collaboration des différents corps de métier pour aller vers un mieux, tout en intégrant et en comprenant dans ces experts les personnes qui vivent avec les animaux, donc les particuliers, qui ont aussi leur expertise à amener, qui ont leur rôle à jouer. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'importance de mettre en place une collaboration entre tout le monde pour aller vers un mieux-être et des animaux et des humains. Et c'est aussi comme ça qu'on limitera les abandons, les maltraitances, les violences, ce genre de choses. Alors, est-ce que si tu peux en 3 mots vraiment, Morgane, parce qu'on arrive à la fin, répondre à cette question sur le puppy blues, mais vraiment en 3 mots. Et Ouais. sinon, ça sera sur peut-être que tu as un article ou quelque chose. Ouais, alors le puppy blues, c'est un terme qui est apparu très récemment, qui n'a pas pour l'instant de validité scientifique, mais qui correspond beaucoup à des ressentis et à des vécus que les gens ont, qui se calquent un petit peu, qui se calquent sur le baby blues. Donc, c'est-à-dire qu'à l'arrivée d'un nouvel individu, un petit individu dans notre vie, on va traverser des phases d'anxiété et de dépression non négligeables. À la différence du baby blues, avec le puppy blues, on va pas avoir la partie hormonale puisque le baby blues, la dépression postpartum, ça va plus être quelque chose qui va être en lien, donc de façon courte et en lien avec une partie hormonale aussi qui se déclenche qu'on n'a pas dans le puppy blues. En revanche, dans le puppy blues, on peut rencontrer plein d'autres choses qu'on peut rencontrer dans le baby blues, donc c'est-à-dire de la dépression, perte de confiance en soi, détachement, le lien d'attachement qui se crée un petit peu bizarrement, qui se crée pas tout de suite. Hein, qui se crée pas tout de suite avec l'animal. Donc du coup, bah, ce qui va entraîner aussi de la culpabilité, du regret, qui peut entraîner de la colère, des violences, en tout cas des choses qui sont pas toujours ce qu'on envisageait, ce qu'on fantasmait d'avoir avec l'animal qui arrive chez nous. Voilà, globalement. Donc, qui peut être pris en charge aussi. Oui. Clairement, qui peut être pris en charge. Et il faut pas hésiter parce que bah, c'est très difficile et c'est très culpabilisant. Mm. Et c'est très déstabilisant de se dire, bah, moi, j'ai fantasmé tout ça avec mon animal et en fait, il est là, il est génial et j'y arrive pas. J'y arrive. Ok, ben merci, c'était parfait. Et pour terminer, si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Alors, c'est une professionnelle. Je sais pas si tu la connais, si elle était dans ta promotion d'entretien motivationnel, mais c'est Possum.comportement. Alors, ça me dit quelque chose. Après, Aurélie j'ai pas Maillard. forcément le nom, mais j'ai peut-être le logo, le visage. Ça va me, quand je vais aller voir, ça va me rappeler. Ouais. Ben, c'est Aurélie Maillard, donc Possum.comportement, qui a une spécialisation qu'on retrouve pas forcément beaucoup dans ce milieu-là, qui a une spécialisation autour de la sensibilité au bruit. Ah, Et euh, en fait, bah, on connaît très peu ça, du coup, on en a très peu conscience, je trouve.
dans ce que moi j'ai pu voir. Donc, on l'identifie très difficilement. Or, ça peut souvent être un symptôme spécifique de quelque chose qui est en dessous. Et elle s'est vraiment spécialisée là-dedans avec des accompagnements que je trouve très carrés, très pro, qui prennent aussi beaucoup en compte l'aspect santé. Parce qu'on voit, enfin, de ce que j'ai compris, hein. Bon, en tout cas, de ce ce que j'ai compris de ce qu'elle explique, c'est que il y a beaucoup de chiens qui ont une sensibilité en bruit et en fait qui ont des pathologies non diagnostiquées. Entre autres, tout ce qui est digestif, etc., arthrose, ce genre de choses. Et en fait, on fait très très peu le lien avec ça, sauf que du coup, on passe à côté d'informations hyper précieuses et pour soulager la douleur de l'animal, entre autres, euh, et, euh, et qui fait que bah, du coup, les situations peuvent durer des années et des années. Nous, c'est ce qu'on a vécu avec Dakota, hein. Parce que quand on disait, ouais, mais on a l'impression qu'elle est sensible au bruit, quoi, ah, c'est pas grave. Ah, un peu sensible, c'est rien. Oui, bah non, en fait, c'est qu'il y avait une pathologie en dessous. C'est Donc, hyper intéressant. je trouve que ouais, c'est vraiment une spécialité, je trouve que j'ai pas beaucoup rencontré et pour le coup, elle est très calée, très carrée, très à jour au niveau des études qu'elle suit beaucoup. Donc, elle fait une veille scientifique aussi, donc elle se renseigne beaucoup et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est Ok. voilà, très professionnel. Et je pense à une collègue, Fanny, qui avait eu un petit client sensible au bruit. Je vais lui dire de regarder aussi. On avait échangé à ce sujet. Merci beaucoup et merci infiniment, Morgane, de nous avoir accordé ton temps, tes éclairages. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour le prochain interview où justement on va parler de la douleur et de comment pas perdre de temps et comment on peut la diagnostiquer au plus vite chez nos chiens parce que ça a tout un impact avec Anaïs. Ça sera pour le mois prochain. Merci à tous. Je prépare les replays ici ou sur YouTube si vous préférez. Et encore merci. Et puis, comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Et ciao à tous. Salut Morgane. Merci à vous et puis merci Véronique pour ton invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le À monde. bientôt.